expertise de la BU Conseil. Nous avons également un pôle composant avec une activité principale de gestion de l'obsolescence de vos bases de données, que cela concerne un projet spécifique ou l'ensemble de votre base de données composants. Les contraintes de suivi de ces bases au niveau REACH font également partie prenante de nos offres. Enfin, le process, dont Bernard est responsable, une dizaine d'experts. Nous réalisons pour l'ensemble de nos clients du suivi d'industrialisation de cartes électroniques, des analyses de risque process, du suivi de fournisseurs et des audits. Ces métiers peuvent concerner des composants, des batteries, des câbles, des systèmes électroniques. L'ensemble est couvert par les compétences de nos différents experts. Un dernier mot sur la formation, une particularité de CERMA. Nous proposons quasiment tous nos métiers et toutes nos compétences en formation. Faut savoir qu'en ce moment, grâce au système de FNE, les formations peuvent notamment être prises en charge par l'État. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à revenir vers nous en regardant le catalogue sur le site. Je vais maintenant laisser la parole à Bernard Renou. Peut-être juste un tout petit mot pour expliquer comment est née cette idée de webinar. On a vraiment essayé de se dire, voilà, ça va redémarrer, il y a eu une pause, plus ou moins totale. On s'est réunis, on s'est dit, voilà, quels seraient les outils, malgré tout assez simples, que l'on pourrait mettre en place aujourd'hui pour essayer de minimiser les risques par rapport à tous ces changements. Et donc, de cette idée, Bernard a créé ce webinaire qu'il va vous présenter maintenant. Merci, Sébastien. Donc, reprenons donc le sujet pour lequel on a ouvert ce webinaire. Donc, il s'agit de voir comment on peut s'assurer du bon redémarrage des lignes de production, qu'elles soient localisées en interne sur vos sites ou ailleurs, en Europe, Europe de l'Est, de l'Ouest, en Asie ou en Afrique. Alors, la présentation qui suit est orientée plutôt donneur d'ordre et assembleur, mais elle peut se décliner à d'autres étages de la supply chain. Alors, effectivement, après plus de 2 mois d'arrêt de production, dû à nos problèmes de confinement et de coronavirus, donc les usines ont été plus ou moins à l'arrêt. La supply chain a été perturbée assez fortement. Alors, qu'en est-il maintenant des process, de la maîtrise des process de manufacturing qui redémarrent? Est-ce qu'ils sont maîtrisés de la même façon qu'avant? Qu'est-ce qu'il peut y avoir eu? Quels sont les risques qui se présentent à nous? En termes de matières premières également, et ne serait-ce qu'en termes de consommables de production, est-ce qu'on a exactement les mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas eu des perturbations également au niveau des approvisionnements? Voilà, donc un certain nombre de questions qui se posent. Et au final, les questions finales, c'est comment je vais être sûr que la qualité du manufacturing est au rendez-vous et qu'elle est au même niveau que ce que j'avais avant, ou meilleur. Comment, dans mon usine ou dans mon usine fournisseuse, comment ont été requalifiées la remise en production des lignes d'assemblage. Même question pour les personnes. Voilà. Et donc, au final, est-ce qu'il y a des risques qui peuvent impacter la qualité et donc aussi la fiabilité de mes produits? Bon, et à supposer que ce qui est relativement probable qu'il y ait eu un trou d'air dans la qualité, comment je vais m'assurer que cette qualité va revenir au niveau attendu? Quel type de suivi dois-je faire? Voilà. Alors, si on regarde un petit peu, on ne va pas refaire l'historique, parce que d'autres s'en chargeront ou s'en sont déjà chargés avec plus de talent que moi.
Mais disons que si on regarde ce qui se passait à la mi-février, une date où l'IPC a fait un certain nombre d'enquêtes auprès d'acteurs de l'électronique, la majorité des acteurs de l'électronique pensaient bien être impactés plus ou moins. À ce moment-là, les impacts prévisibles étaient plutôt des impacts de retard de livraison et aussi ce qui était attendu, c'était éventuellement des retards à l'introduction de nouveaux produits. Voilà. Alors, en ce qui concerne les délais de retard, comme on peut le voir sur les graphes en bas à droite, donc on voit que les gens estimaient avoir quelques semaines de retard. Vous voyez, on est plutôt centré sur 4 à 5 semaines, même si des gens estimaient qu'il allait subir des retards un petit peu plus longs. Alors, peut-être que l'on n'avait pas encore à ce moment-là, et même certainement, on n'avait pas encore pris la mesure de la crise. Puis, quelques semaines ensuite, ont commencé à apparaître des avis d'assembleurs indiquant que leur ligne de production était à l'arrêt. Très souvent, c'était plutôt un site, voire parfois plusieurs sites qui se mettaient à l'arrêt. Voilà. On a eu des exemples de ce type-là. Alors ça, c'est côté assembleur. Alors côté composant, on a eu très vite aussi, on a vu apparaître des avis PCN, donc product change, des product change qui indiquaient que des livraisons de composants allaient être décalées dans le temps. Voilà, donc ça a contribué évidemment, on pouvait s'en douter, à tendre le marché des approvisionnements. Du côté des utilisateurs de composants, évidemment, chacun a cherché et cherche encore à sécuriser ses achats de composants auprès de ses sources habituelles, mais aussi les gens commencent à regarder des sources alternatives, des distributeurs alternatifs, et donc ils sortent des fameuses AML et AVL habituelles. Mais du coup, ça amène quelques problèmes, parce que comment qualifier en peu de temps des nouveaux produits, des nouveaux fournisseurs. Alors on va travailler évidemment par dérogation, mais ça prend du temps également. Et puis d'autre part, la dérogation sur des composants équivalents, il faut être parfaitement sûr évidemment que les composants soient équivalents. Donc il peut y avoir des erreurs à la marge, et donc amener de l'attention sur la qualité des composants. Alors, qualité des composants, si on continue dans ce sens-là, il peut y avoir aussi des tentations d'aller s'approvisionner sur les marchés parallèles. Alors, si normalement ça, on essaie d'éviter, bien entendu, mais bon, si ça arrive, on risque d'avoir là aussi, ça alimente les problèmes éventuels de qualité, parce que là, du coup, tout le monde sait que l'on a une assez faible traçabilité sur ces composants-là. Voilà. Alors, donc des tensions d'un point de vue qualité, tensions également d'un point de vue coût, parce que souvent, malheureusement, les composants, on est obligé de les payer un petit peu plus cher. Bon, à titre d'exemple, il y a une quinzaine de jours, j'ai eu l'occasion de discuter avec un client qui nous indiquait que depuis le mois de février, tous les mois, il dépense environ 40 € d'excès, de supplémentaires, pour sécuriser des approvisionnements qui peuvent passer par un double sourcing, donc approvisionner parfois plus de composants qu'on en aurait réellement besoin. Voilà, donc le résultat est là. Donc ça, donc on voit bien les impacts de cette crise. Alors, concernant la production également, à côté des risques composants, il y a les risques liés au redémarrage des lignes de production.
liées simplement, par exemple, au fait que les machines n'ont pas fonctionné pendant des semaines. Donc, est-ce qu'on les a fait, est-ce qu'on les a bien correctement retestées? Est-ce que la maintenance a été faite correctement avant le redémarrage? Est-ce qu'on a refait des calibrations, revérifié les capacités des machines? Bon, voilà, ce sont des questions que l'on peut se poser. A-t-on fait un peu de requalification produit-process? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser également. Et même, a-t-on simplement les mêmes opérateurs au même poste sur les lignes de production? Tout le monde, enfin tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne que nous. Nous, en France au moins, on a un système qui nous permet de sécuriser un peu le travail des personnes. On a de bonnes chances de récupérer les mêmes personnes au même poste quand on redémarre. À 10 000 km de chez nous, c'est pas forcément le cas. Donc, les personnes ont été licenciées et est-ce qu'on est sûr de retrouver les mêmes personnes? Rien n'est moins sûr. Donc, tension également, évidemment, sur ces aspects-là de remise en production. Alors, on est assez familier d'anomalies qui passent à travers des filtres qualité en temps normal. Alors, comment ne pas imaginer qu'on va avoir les mêmes risques ou les mêmes types d'anomalies ou même pire après cette crise, hein. Alors, parfois, ce sont des défauts cosmétiques, relativement cosmétiques. Parfois, ce sont des défauts qui sont plus gênants. Par exemple, ici, une particule métallique qui peut se balader sur une carte et qui peut faire des courts-circuits entre composants. Donc, voilà, on ne voudrait pas avoir à resubir ce type de choses. Alors, en toute rigueur, ah oui, un autre exemple de cas que l'on peut rencontrer, et pourquoi ne pas, on risque d'avoir ce type de cas à l'avenir aussi. Là, on a un exemple d'un défaut de contamination qui a été apporté par une maintenance mal maîtrisée, bon, donc, qui amène des défauts importants puisqu'on va générer de la corrosion sur les composants, hein. On voit ici la présence importante de chlore. Bien. Alors, en toute logique, donc sur des projets existants, là je ne parle pas de nouveaux projets, je parle de produits qui sont en masse production, donc qui ont été déjà introduits il y a quelque temps et où le redémarrage s'effectue. Eh bien, une bonne porte d'entrée consisterait normalement à revisiter toutes les analyses de risque qui ont été faites, les démarches d'AMDEC, pas forcément design parce que ça ne va pas avoir beaucoup d'impact, mais au moins AMDEC Process, AMDEC Manufacturing Global, et puis de revisiter finalement l'ensemble des risques qui avaient été étudiés, parce que a priori, on peut avoir des risques qui étaient en dessous du RPN seuil qui fait que à l'époque, il n'y a pas eu d'action préventive entreprise et qui aujourd'hui pourrait être remise en question. Voilà. Donc, on ne va pas se lancer dans l'analyse d'une AMDEC, hein, ça c'est pas le but. Et puis en plus, les analyses de risque dépendent, donc c'est chaque produit, chaque risque. Donc le but n'est pas de rentrer dans cette démarche-là. Par contre, on a identifié à CERMA 3 axes au moins qui peuvent être appliqués quels que soient les projets, quels que soient les produits. Et les 3 axes en question sont ceux qui sont décrits ci-dessous. Donc, travailler au niveau de la qualité des produits, qualité des cartes assemblées. Travailler en deuxième point sur les composants et les bill of material, les nomenclatures. Et troisième point, essayer de capter des informations sur les plans
de redémarrage qui ont été mis en œuvre, qui sont en cours de mise en œuvre chez les EMS ou nos propres usines qui font nos assemblages. Voilà les trois axes. Alors, on va les détailler l'un après l'autre, bien entendu. Alors, le premier axe, c'est ce que l'on appelle la Quality Risk Analysis. C'est le QRA. Donc, en quoi ça consiste? Alors, le Quality Risk Analysis, c'est une démarche qui est... c'est un type d'analyse qui est assez largement pratiqué à CERMA depuis longtemps, qui consiste à récupérer des pièces de production représentatives et puis à les passer sur le grill de l'analyste, on va dire. Donc, ce sont des analyses relativement intrusives qui, au-delà de l'inspection visuelle, peuvent aller jusqu'à des microsections dans des structures de composants, dans des brasures un peu douteuses. Voilà. Ça nous permet d'avoir, alors en passant aussi par d'autres analyses, d'autres tests qui peuvent être des tests de cisaillement, de joints brasés, qui peuvent être de la microscopie acoustique pour détecter des délaminations dans des composants. Voilà. Alors, ces tests-là font l'objet d'un rapport documenté assez complet. Il s'appuie largement sur les normes métiers existantes, les IPC et les normes GDEC, mais évidemment sur les spécifications clients quand elles sont fournies, et puis évidemment sur l'expérience de CERMA en termes d'évaluation des risques. Voilà, tout ça permet donc de conclure sur ces analyses. Alors, la particularité de la situation fait qu'en fait, la proposition ici n'est pas de mettre en œuvre des analyses très complètes, mais plutôt de regarder ce que l'on peut faire de façon très rapide. De façon très rapide, ce que l'on peut faire, c'est le niveau 1. On a 4 niveaux de propositions pour ce type d'analyse. Mais le niveau 1, comme vous pouvez le voir ici, ne met en œuvre que des inspections visuelles et des inspections aux rayons X. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi profond que l'analyse complète, bien sûr, mais on détecte quand même un certain nombre, on vient tester un certain nombre d'items sur les cartes électroniques. Donc, c'est assez informatif pour autant, même le niveau 1. La particularité, du coup, dans le contexte qui nous préoccupe, c'est de faire des prélèvements, non pas une seule fois puis faire une analyse, mais en fait de faire des prélèvements récurrents, batch par batch, pour accompagner la remise en production. Alors, l'idée est de récupérer des pièces, et non pas une seule pièce, mais au moins 2 pièces à chaque fois, pour faire ce type d'investigation simple, mais qui va avoir l'avantage d'être rapide, et on va pouvoir donner une réponse rapide. Voilà. Alors, donc, ça va nous permettre donc d'évaluer les process CMS, les process de brasage à la vague ou vague sélective ou autres procédés. On va évaluer également la préparation de composants traversants, s'il y a des préparations particulières. Ça va nous permettre d'évaluer également la réparation, si on a des cartes qui ont été réparées, on verra bien si elles sont correctement, s'il y a une maîtrise suffisante à ce niveau-là. Le fait de récupérer deux pièces à chaque fois, ça nous donne une idée de l'éventuelle variabilité de process. Alors, on ne va pas faire des statistiques avec 2 pièces, mais comme on ne peut pas probablement récupérer 30 pièces, eh bien on va faire avec un certain nombre de pièces réduites. Mais on va faire ça de façon donc récurrente. On va accompagner ça évidemment d'une réunion, d'une vidéoconférence avec le fabricant pour commenter, pour poser des questions et commenter avec lui certaines caractéristiques, des anomalies ou des défauts. Voilà. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ces analyses, là, on en a mis 3, mais on peut envisager qu'il en faille plus.
pour amener le niveau qualité là où on le veut, eh bien, on va pouvoir faire une synthèse et puis donner on va voir ce qui reste à améliorer, ce qui aura été déjà amélioré, et puis donc on va pouvoir avoir un niveau de confiance sur la qualité du produit. Alors évidemment, ça n'est qu'une vue partielle, mais c'est quand même relativement intéressant. Le but étant donc, là encore, quelques photos qui marquent un peu les esprits, le but étant d'éviter des défauts un peu triviaux, mais qui malheureusement se rencontrent, qui peuvent être liés, des endommagements de composants qui peuvent être liés à des réparations pas tout à fait bien maîtrisées, qui peuvent laisser des particules, des microbilles dans des endroits où on ne devrait pas les avoir, voilà, ou même encore des défauts composants, voilà, ou même des process pas très bien maîtrisés. Ici, par exemple, un connecteur press-fit qui a généré un ébavurage et donc ça libère des particules métalliques d'assez forte taille. Donc on n'aime pas les particules métalliques qui sont susceptibles de se promener. Alors le résultat, évidemment, il va falloir consigner ces résultats dans un rapport. On a un format de rapport assez synthétique où on va capter des informations, voilà, des informations sur l'assemblage, le type d'assemblage que l'on a, et puis on va avoir une feuille de synthèse où on va essayer de cartographier un peu les points forts et les points faibles avec des commentaires. Mais bon, ça ne sera pas un rapport très ça ne va pas être un rapport de 25 pages, bien entendu, mais voilà, on va proposer ce type de rapport. Voilà, c'était le premier outil le premier axe de travail que l'on envisage de proposer. Alors, le deuxième axe de travail concerne les composants et les nomenclatures. Alors, évidemment, cet axe de travail, le point de départ, ça va être la prise de photos de composants pour identifier les marquages. Alors, évidemment, ça ne va concerner qu'un certain nombre de composants. Les circuits intégrés, oui. Les relais, les quartz, on va pouvoir les photographier, mais par contre, évidemment, les composants, les chips capacitifs ou résistifs ne pourront pas être passés sous les fourches codines de cet outil. Alors, l'idée donc est donc de capturer des photographies, et puis à partir de là, bien, pour peu que l'on ait accès à des bases de données, que l'on ait des contacts chez les fournisseurs de composants, eh bien, on va remonter au manufacturing part number du fournisseur et on va au final vérifier si le composant est conforme par rapport à ce que l'on est en droit d'attendre. Alors là, on comparera par rapport à la bill of material. Évidemment, si on a une question, un doute, on informerait, il faut informer le client rapidement avant même la sortie du rapport. Bien. Alors, au passage, d'ailleurs, on voit ici que lors de cet exercice, on a la possibilité de détecter de possibles falsifications, des remarquages de composants qui ne soient pas forcément à l'œil nu, mais bon, sous Bino, on arrive à voir ça. Vous voyez, on a des exemples ici de composants dont les marquages originaux ont été effacés au profit de nouveaux marquages. Bon, alors ça peut être le signe de composants contrefaits ou peut-être, sans parler de contrefaçon, de vieux lots qui ont été, on va dire,
c'est une litote un peu dépoussiérée et on les remet sur le marché, éventuellement avec un date code un petit peu plus récent, voilà. Mais ça, le problème avec ça, c'est que effectivement, on ne sait pas quelles ont été les conditions de stockage de ces composants. Et finalement, si on n'a pas des risques qualité à moyen terme avec ça. Voilà. Alors, en plus, selon les conditions de stockage, ces composants peuvent avoir des problèmes de brasabilité. Bon. Là, on le détectera à travers l'analyse QRA. Voilà. Alors ici, donc, un exemple de ce qui peut être fait. Alors, c'est un exemple tiré d'une réalité. Hein, d'ailleurs, sur cet exemple-là, on n'avait pas de bill of material. Le client n'avait pas d'informations sur ce que lui livrait son fournisseur. Et en fait, le sujet, c'était de détecter des risques d'obsolescence. Donc, on peut remonter à partir des bases de données à un certain nombre d'informations intéressantes, et notamment sur l'obsolescence des matériaux, l'obsolescence des composants à plus ou moins courte échéance. En fait, dans le cadre qui nous intéresse, hein, ce n'est pas a priori l'obsolescence qui nous intéresse, mais au final, hein, c'est bien de savoir si notre composant est conforme par rapport à la bill of material originale. Et donc ça, il y a un accompagnement à chaque étape de la capture de pièces. On peut faire rapidement cet exercice. Le plus gros travail est à faire lors du premier QRA, et puis ensuite, il s'agirait de vérifier que la livraison est stable. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième axe qui nous semble intéressant sur lequel il nous semble intéressant de travailler. Et puis, le troisième axe, donc, qui consiste à vérifier, à discuter avec l'assembleur sur ce qui a été fait lors de la remise en route de ces cartes, de ces lignes de production. Donc, évidemment, quand on est habitué à visiter des lignes de production, on pressent bien que lorsqu'on redémarre avec un arrêt prolongé, ben, il y a des risques de perdre le bénéfice d'efforts qui ont pu être faits auparavant pour mieux maîtriser les process et améliorer la qualité. Efforts qui parfois ont pu être conséquents pour améliorer par exemple les remontées de brasure dans des canons, ou pour améliorer comme ici la maîtrise de la sérigraphie de crème abrasée. Donc on ne voudrait pas que tout ça soit perdu et qu'on redémarre à zéro. Donc il y a beaucoup de questions que l'on a envie de poser aux fournisseurs, mais comme on ne peut pas se déplacer dans l'immédiat, ben, la meilleure solution, c'est de lui poser les questions par écrit. Donc, bon, les questions peuvent être d'ordre organisationnel, donc on l'a évoqué un peu précédemment. Quelle équipe a-t-il remis en place? Est-ce qu'on a les mêmes opérateurs? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? À quel poste sont-ils? Est-ce qu'ils sont à des postes critiques? Comment ont-ils été certifiés, ces opérateurs? Quelle formation même rapide ont-ils eu pour pouvoir tenir ces postes-là, si ce sont des nouveaux opérateurs? Et puis même si ce sont les opérateurs habituels, après 2 mois, il est peut-être nécessaire de revérifier que les opérateurs travaillent dans les conditions. Alors, je dis opérateurs, c'est valable également pour les équipes d'engineering, en fait, hein, finalement.
Bon, donc il y a des questions qui se posent, des questions sur la gestion de la matière première, que sont devenus les stocks pendant que les usines se sont arrêtées, est-ce qu'ils ont été correctement, est-ce que les pièces ont été correctement stockées, voilà, tout un tas de vérifications à faire. Alors le plus simple est finalement de créer un questionnaire un peu spécifique, hein, donc orienté vers ces risques-là. Bon, il n'est pas question d'utiliser les questionnaires standards d'audit avec plusieurs centaines de questions, parce qu'on a un besoin de retour rapide. Donc, l'idée donc, étant plutôt de poser un certain nombre de questions ouvertes qui ouvriront la possibilité aux fournisseurs d'expliquer en fait, expliquer en détail ce qu'il a fait. Voilà. Donc le but c'est de ne pas avoir trop de questions mais bien ciblées pour avoir un feedback rapide et puis nous pouvoir aussi faire une analyse rapide des réponses. Voilà. Donc voilà le troisième outil qui nous semble intéressant de déployer. Il est un petit peu particulier, donc il faut adapter à la situation. Alors, ça, pour en faire quoi au final? Eh bien, une fois qu'on a les réponses et qu'on a actionné ces différents axes, ces différents outils, ben on va pouvoir mettre en place un plan d'action avec le fournisseur. Alors, le plan d'action, ça peut passer par des inspections, des contrôles d'entrée un peu spécifiques sur certains composants à risque, ou qui sont devenus à risque, par exemple. Ça peut être des contrôles d'entrée qui sont mis en place chez l'EMS, mais aussi peut-être dans nos propres usines, au niveau des cartes. Ça peut être des actions concernant un suivi particulier des réparations, et au-delà des réparations, l'analyse des défaillances, parce que du coup, si on a des risques composants, ben, il faut pouvoir voir si reboucler avec les vrais, enfin les pannes réelles, et pour au moins voir si on a des nouveaux types de pannes ou si le taux de panne a augmenté. Voilà. Donc ça peut être bon, on ne peut pas préjuger là de ce que serait le plan d'action, mais voilà, ça peut partir dans ces directions-là. On peut être aussi amené à faire du burn-in. Alors en général, on n'aime pas trop parce que ce sont des coûts, et en fait, on préfère en général maîtriser les process en amont plutôt que faire du burn-in qui est un peu coûteux. Mais justement, le burn-in s'applique justement quand on sait qu'on a des faiblesses, ou qu'on peut penser qu'on peut avoir des faiblesses composants, ou qu'on a des faiblesses en termes de variabilité dans le process d'assemblage. Voilà, ben, typiquement, on pourrait rentrer dans ce type de situation. Alors le burn-in, ben, ça consiste, si on considère la boucle classique, donc je produis, je teste, j'ai des défauts, je fais des analyses, et puis donc ce que j'en tire, je le réintroduis dans l'assemblage. Bien, on va avoir une boucle supplémentaire, une dérivation, on va dire, où on va tester des pièces, on va les brusquer un petit peu à la sortie de la fabrication pour essayer de filtrer, enfin de créer de précipiter, comme on dit, les défauts que l'on va détecter en test, et à ce moment-là, on fera des analyses de défaillance pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et voilà, c'est une des boucles de l'amélioration de process également. Bon, souhaitons qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là, mais c'est une possibilité. Bon, alors après, il faut se poser les questions. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on fait un burn-in large spectre, ou est-ce qu'on le fait au niveau des cartes, au niveau des produits finis? Bon, tout ça, ce sont des discussions
qu'on ne va pas aborder, c'est pas le sujet, dans ce webinaire. Mais ouais, c'est juste pour illustrer qu'on peut aller jusqu'à ce type de solution, pourquoi pas. Bien. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est qu'on vit une situation quand même assez particulière et donc il faut qu'on fasse preuve d'une réaction adaptée et particulière également. Alors, l'idée n'est pas d'utiliser des outils révolutionnaires, mais l'idée est plutôt d'utiliser des outils que l'on a l'habitude déjà d'utiliser, mais de les adapter à la situation. Donc, une autre idée forte est de travailler sur plusieurs axes. En l'occurrence, on en a identifié 3, mais de travailler en parallèle et ne pas faire un seul axe, parce que un seul axe peut ne pas être suffisant. Alors, vous me direz peut-être que les 3 axes, ça peut ne pas être suffisant aussi, mais au moins, on pense que ça peut aider à maîtriser un petit peu mieux la situation et accompagner la remise en production. Et alors, selon chaque axe, le but étant de travailler avec des solutions simples, des choses assez simples qui vont permettre d'avoir, mais ciblées, voilà, et qui vont permettre d'avoir une réponse rapide et donc d'avoir une réaction rapide. Parce que c'est ça qui va être le succès, le facteur de succès pour éviter donc de subir, mais d'être plutôt proactif si on peut. Voilà. Alors, bon, on peut se fixer comme objectif, par exemple, d'avoir à la réception des pièces, être capable de donner les résultats et de rédiger un QRA dans les 2-3 jours après la réception des pièces. Analyse de composants par rapport à la bill of material, typiquement une semaine, voilà, ça pourrait être l'objectif. Alors ça, c'est un peu modulo, le nombre de composants qu'il y a analysés sur la carte, hein, évidemment. On ne va pas s'engager sur, voilà, ça dépend des projets, ça dépend des produits. En termes de questionnaire post-Covid, on va dire, redémarrage après la crise, l'idéal serait que l'assembleur puisse répondre dans quelques jours après qu'il ait reçu le questionnaire et après qu'on lui a expliqué par un Skype quels sont les enjeux et ce qu'on attend, et de sorte qu'on puisse ensuite faire une réponse également, une analyse de ces réponses dans les 2-3 jours qui suivent. Voilà, ce sont les objectifs. C'est peut-être un peu agressif, mais voyons, retenons peut-être voilà, cet outil multi-axe, simple mais rapide, qui nous permettrait de suivre les choses. Voilà, donc merci de votre attention. Il va être temps j'allais dire conclure, mais nous avons conclu. Donc merci à vous de votre présence et de votre attention. Donc, voilà, donc si vous avez des questions, vous avez ici les adresses et les contacts des personnes qui pourront discuter plus amplement avec vous. Voilà, merci. On peut clore.